Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, plus précisément aux adresses projetées 129 et 143 de la rue de Bretagne. Je suis accompagné de Sébastien Gagnon, qui est directeur général de la ville de McMasterville, ainsi que Mme Marie-Pierre Tremblay, qui est directrice de l'urbanisme et du développement durable à la ville, qui aura l'honneur de nous faire la présentation de ce projet. Donc, comme je le disais, il y aura une période de questions, une période d'échange. Donc, je vous invite à être attentifs à cette présentation et ça nous fera plaisir d'entendre vos questions et préoccupations en lien avec le projet. Alors, sur ce, je vous cède la parole, Mme Tremblay. Merci beaucoup. Donc, durant la présentation, on va vous présenter tout d'abord qu'est-ce que c'est un PPC-moi. On va parler de la densification du territoire de manière générale. On va vous présenter le projet qui est à l'étude ce soir. On va vous présenter les éléments du projet qui dérogent à la réglementation en vigueur. On va présenter les étapes qui vont mener à l'approbation du projet. On va vous présenter également le processus d'approbation référendaire, puis on va terminer par une période de questions et de commentaires. Je vous invite à conserver vos questions et vos commentaires pour la fin, pour qu'on puisse conserver le fil de la présentation, puis il y a sûrement plusieurs éléments qui vont être abordés au fil de la présentation. Donc, qu'est-ce que c'est un PPC-moi? C'est un outil urbanistique. C'est un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble. Ça a pour but de permettre au conseil municipal d'autoriser, sur demande et à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé malgré qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la ville. Les critères d'évaluation des projets impliquent par contre que ceux-ci doivent avoir une valeur ajoutée pour la communauté, que ce soit au niveau du développement durable, de la lutte à la crise du logement ou d'une architecture distinctive. C'est une autorisation qui s'applique seulement pour le site visé par la demande et non à l'ensemble d'une zone. Le PPC-moi, comment on doit l'utiliser? C'est un outil qui peut être utile dans certaines situations. Par exemple, pour un projet qui est structurant ou qui a un intérêt particulier, qui innove ou qui sort des normes habituelles, qui se trouve dans un secteur en transformation, qui nécessite une approche plus souple, notamment dans le cas où plusieurs terrains adjacents deviennent disponibles en même temps, ou lorsqu'un terrain a une forme irrégulière ou une dimension différente de la majorité des terrains dans la même zone. Le PPC-moi, ce n'est pas une carte blanche. C'est un processus qui est encadré et qui est réfléchi. Il y a tout d'abord une analyse qui est faite, une évaluation en fonction des critères prévus au règlement. Il y a une première analyse qui est faite par les services de l'urbanisme et du développement durable. Ensuite, il y a une recommandation qui est faite par le comité consultatif d'urbanisme. Il y a une prise de décision qui est faite par le conseil municipal et qui se fait en plusieurs étapes. Il y a une assemblée publique, comme celle qu'on tient ce soir, pour entendre les personnes et les organismes intéressés. Et il y a aussi la possibilité de communiquer avec la ville par écrit. Il y a un processus référendaire qui est encadré par la loi, puis le projet doit être conforme au schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Maintenant, parlons de la densification du territoire. Avant l'avènement de l'automobile, les villages et les villes étaient naturellement plus denses pour permettre les déplacements à pied. On avait une proximité des commerces, on avait des logements qui étaient compacts. La densité, c'était essentiel pour répondre aux besoins quotidiens sans dépendre d'un véhicule. L'étalement urbain, c'est un phénomène relativement récent qui est lié à la motorisation et à l'expansion des banlieues. La densification d'aujourd'hui, ça revient à des principes d'hier, ceux de créer des milieux de vie accessibles, humains et durables. Ça permet de dynamiser un secteur et d'offrir des services de proximité. La densification, c'est une stratégie qui est gagnante. La densification du territoire, c'est une stratégie qui est essentielle pour assurer un développement urbain durable, efficace et équitable. Ça permet de freiner l'étalement urbain et ainsi de créer des milieux de vie plus dynamiques, plus diversifiés, accessibles, en rapprochant les logements des commerces, des services et des espaces publics. Ça permet d'optimiser l'utilisation des infrastructures existantes, que ce soit les réseaux d'égouts, d'aqueducs, des transports en commun, les routes, etc. Ça permet d'améliorer l'efficacité des services publics. Ça permet de lutter contre les changements climatiques en favorisant des modes de transport actifs ou collectifs et en réduisant la dépendance à l'automobile. Ça permet aussi de préserver les terres agricoles et conserver des espaces naturels.
on arrive maintenant à la présentation du projet qui est à l'étude aujourd'hui. Il y a des demandes de démolition qui ont été déposées auprès de la Ville au 129 et au 143 rue de Bretagne pour permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 16 logements sur des bâtiments qui sont actuellement situés, je l'ai dit, au 129 et 143 rue de Bretagne. Le projet il nécessite la démolition de 2 maisons unifamiliales et le remembrement des 2 lots pour en former un seul. Le bâtiment proposé aurait 2 étages avec une majorité de cases de stationnement sous-sol. Au niveau de sa localisation, on voit à l'écran que c'est 2 terrains qui sont situés au bout de l'îlot de la rue Bretagne, entre les rues Maple et Morin. C'est 2 terrains qui sont situés directement à la limite d'une zone commerciale en bordure de la route 116. C'est aussi 2 terrains qui sont à proximité de la zone R32, où est-ce qu'on permet déjà une certaine densité. Puis c'est finalement... dans le fond, c'est proche aussi de la zone R32, où est-ce qu'on permet déjà une certaine densité. Puis c'est finalement situé proche des écoles. Donc, les 2 maisons qui sont visées, c'est 2 bungalows qu'on voit à l'écran. Les maisons voisines qui sont situées à l'arrière, c'est également 2 bungalows. Situés à l'avant, ben, on a les aires de stationnement des commerces qui sont situés le long du boulevard Laurier. Dans le quartier, on voit il y a d'autres bungalows, des maisons de 1 ou 2 étages. Il y a des commerces, il y a l'école secondaire qui se trouve le long de la rue Morin. Puis on voit aussi d'autres commerces un petit peu plus loin sur la rue Bretagne. Puis, comme je le mentionnais, la zone plus dense, qui est un petit peu plus loin, où est-ce qu'on retrouve déjà des immeubles de 5-6 logements. Donc, le projet, en bref, c'est un projet qui propose un total de 16 unités locatives. Il y a 6 logements prévus qui sont des 3,5, 5 4,5 et 5 5,5. C'est des logements qui seraient accessibles, c'est-à-dire adaptables pour des personnes à mobilité réduite. Il y a un total de 26 cases de stationnement qui est prévu sur le projet, 2 à l'extérieur, qui seraient pour les visiteurs, les livraisons, etc., et 24 au sous-sol pour les occupants de l'immeuble. Le site, il comporte un petit peu plus que 40 d'espace vert, soit 2 fois plus que le minimum exigé à notre réglementation. Et le projet prévoit aussi la plantation de 14 arbres. L'architecture serait contemporaine, composée de matériaux de couleur pâle, dont de la maçonnerie blanche et grise, et un revêtement métallique beige en imitation bois, qui limiterait ainsi les îlots de chaleur. Au niveau du plan projet d'implantation, on voit l'immeuble qui serait couleur un peu jaune là, à l'écran, avec la rue de Bretagne qui est en bas de l'écran et les rues Maple et Morin situées de chaque côté. L'accès au stationnement se trouve à l'arrière du côté de la rue Morin. On voit qu'au niveau de l'alignement des immeubles, le côté du bâtiment est aligné avec les 2 côtés, en fait, là, sont alignés avec les 2 maisons, sur les rues Morin et Maple. Ah, là, vous ne voyez pas mon pointeur, hein? Non, mais je vais le faire. Mais je peux me sortir un petit pointeur laser. Alors, on voit. Moi, je pointe des choses depuis tantôt. Je suis désolée. Donc, on voit que les 2 maisons sont alignées avec le bâtiment là, sur Maple et Morin, comme je le mentionnais. Donc, voilà. Tu peux parler du décroché aussi. Le décroché? Ah oui, j'en parlais plus loin dans ma présentation. On voit ici à l'écran, mais on a mis plus en surbrillance l'espace vert là, qui prend quand même une belle proportion sur le terrain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Le bâtiment, lui, occuperait 42,3 de la superficie du terrain. Maintenant, on voit les perspectives du bâtiment en 3 dimensions. Donc, l'image qui est en haut de l'écran, c'est la vue qu'on aurait de la rue de Bretagne. Et l'image du bas, c'est la vue de la rue Morin avec l'accès au stationnement à l'arrière. On voit aussi ici qu'il y a une structure qui est prévue pour avoir un mur vert. Donc, avec la végétation qui pousse le long du mur. Et qui comporte des logements. Il y a un mur vert, mais il y a un logement adossé à ce mur-là? Il y a des logements à tous les étages dans le bâtiment. Oui. Mais à hauteur, il va y avoir combien de logements? Dans le plus haut? L'étage le plus haut, si ma mémoire est bonne, il y a 2 logements. 2 logements.
il y en a un des deux qui a sa galerie en avant, on la voit ici. Puis l'autre qui a une terrasse au toit, on la voit à peine ici, là, est en recul par rapport au mur pour assurer l'intimité au voisinage. Donc ici, on voit la façade avant qui est en haut et la façade arrière qui est en bas. On voit que de chaque côté, du côté de la rue Morin et du côté de la rue Maple, le bâtiment, il y a seulement 2 étages. En fait, le bâtiment a 2 étages, là, puisque la portion qui est en surhauteur, elle représente moins que 40 % de la superficie au sol du bâtiment, donc elle n'est pas considérée comme un étage. Donc, mais de chaque côté, il y a seulement 2 étages, donc ça permet d'atténuer la différence de hauteur avec les maisons qui sont situées adjacentes. La portion à 3 étages est située au centre pour atténuer l'impact de cette portion-là du bâtiment par rapport aux voisins. En bas, on voit la façade arrière. Donc, on voit qu'il y a des balcons qui sont prévus à l'arrière. Par contre, ces balcons-là, ils sont prévus en loggia. Ça veut dire qu'ils sont prévus de manière encastrée dans le bâtiment. Ils sont en recul dans le bâtiment, ils ne dépassent pas du mur. Donc ça, c'est aussi prévu pour permettre de préserver mieux l'intimité du voisinage. Maintenant, on voit les élévations latérales. Celle du haut, c'est vers la rue Maple et celle du bas vers la rue Morin. On voit qu'il y a aussi un mur vert qui est prévu du côté de la rue Morin. On voit un petit peu mieux ici la terrasse qui est prévue au toit. Puis comme je disais, elle est en recul par rapport au mur pour assurer l'intimité de tout le monde. Il y a des balcons qui sont prévus là, vers les rues Morin et Maple. Les matériaux proposés, c'est de la maçonnerie couleur pâle, donc gris et blanc. Il y a aussi du métal avec un effet bois. Puis, il y a certaines insertions qui sont en gris un petit peu plus foncé, mais c'est quand même limité, ces espaces-là. Oui, principalement entre les fenêtres, les fascias. On voit, plus sur la façade, il y en a un petit peu entre les fenêtres, là, du gris foncé. Donc, c'est assez limité, là, les couleurs foncées sur le bâtiment. Donc, ça permet d'éviter les îlots de chaleur. La toiture est prévue soit de couleur blanche ou avec un indice de réflectance solaire supérieur à 78, donc ça veut dire une toiture pâle pour éviter les îlots de chaleur. Il y a une terrasse qui est prévue sur le toit pour un des 2 logements à l'étage. Il y a un ascenseur dans l'immeuble. Il y a des galeries et des garde-corps en aluminium et en verre. Il y a l'utilisation de béton recyclé qui est prévu pour l'aire de stationnement et l'allée d'accès au garage. Et il n'y a aucun impact pour l'ensoleillement du voisinage durant l'été, puis un impact limité pendant l'hiver. Il y a un stationnement souterrain qui est prévu, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a 24 cases qui sont prévues. Le projet prévoit l'abattage de 14 arbres, mais la plantation également de 14 arbres de 5 espèces différentes. C'est des espèces qui sont adaptées au climat de la région ici. Il y a la plantation de vivaces qui est prévue autour de l'aire de stationnement, près de l'entrée de l'immeuble, dans la cour arrière également. Les unités de climatisation vont être sur le toit. L'aire de déchets va être située en bas de la descente du garage. C'est des conteneurs semi-enfouis qui sont prévus, donc ça pourra permettre de limiter un peu le son lors des collectes. Ouais. La démolition. Il y a des commentaires qui ont été formulés par des personnes qui sont ici, que les conteneurs pouvaient être beaucoup plus bruyants. C'est un des commentaires qui a été reçu et puis qui a été entendu. Mais on vit avec des conteneurs. C'était des conteneurs métalliques qui étaient prévus, là, c'est des conteneurs semi-enfouis. Meubles à tout a des conteneurs. Les restaurants des conteneurs. Puis maintenant, on va avoir des conteneurs là. Disons qu'on a. On n'en rajoute pas. Ça va être bien, ça. On en rajoute pas. Et vous n'en rajoutez pas. Non, c'est bon. C'est une grue qui. Ben non, c'est pas une grue, c'est des conteneurs comme ici. Si vous allez après l'Assemblée, là, on en a sur le côté du bâtiment ici. Donc, c'est un conteneur il y a à peu près la moitié qui est sortie du sol, puis l'autre moitié est en dessous du sol. Donc, quand le camion vient pour le collecter, c'est comme un camion normal, là, donc avec les fourches. Mais c'est le couvercle qui est en plastique, donc c'est moins bruyant à ce niveau-là. Ouais. Au lieu d'être du métal qui frappe sur du métal, c'est du plastique qui frappe sur du plastique. Vous pouvez aller voir comme Mme Tremblay l'a suggéré tout de suite à la sortie ici, il y en a 2.
Voilà. Ensuite, il y a des stationnements pour vélos qui sont prévus à l'avant de l'immeuble, puis il y a aussi des espaces dans le garage en sous-sol qui pourront servir pour mettre des vélos. Il y a des jardins communautaires qui sont prévus à l'arrière pour les occupants de l'immeuble qui pourront aller faire du jardinage. Comme je l'ai mentionné tantôt, quand on a vu les élévations, il y a des murs végétalisés qui sont prévus, puis il n'y a aucun rehaussement de terrain par rapport au terrain voisin qui est prévu. Au niveau des non-conformités à la réglementation, je vais vous énoncer les éléments qui font l'objet du premier projet de résolution. On vise à autoriser une habitation de 16 logements au lieu de maximum 3 logements par bâtiment, donc 6 au total sur les 2 terrains visés. On veut autoriser une marge avant d'au moins 3,14 mètres au lieu de 7,5 mètres. On veut autoriser une marge arrière d'au moins 6,67 mètres au lieu de 6,97. On souhaite autoriser une hauteur d'au plus 11,72 mètres plutôt que 9 mètres. On autorise un coefficient d'emprise au sol d'au plus 0,43 au lieu de 0,40 maximum. On souhaite autoriser un garage souterrain alors que ce n'est pas autorisé dans la zone R8. Et on veut autoriser une case de stationnement à au moins 0,64 mètres d'une fenêtre en cour avant au lieu de minimum 1,5 mètres. De manière visuelle, ce que ça veut dire tout ça. Donc, on a la marge avant qui est un peu plus réduite que ce qui est prévu au règlement. Par contre, le bâtiment, on le voit, il fait une espèce d'escalier en s'éloignant de plus en plus de la rue vers la rue Maple. Donc, l'endroit qui est le plus non conforme, il est situé proche des commerces. Puis, on s'éloigne de la rue de Bretagne en allant vers la rue Maple, puis en allant vers la maison qui est située de l'autre côté de la rue Maple. Ensuite, il y a cette case de stationnement-là qui est située trop proche d'une fenêtre de l'immeuble en question. Puis, il y a la marge arrière du bâtiment qui est de 6,67 au lieu de 6,97. Ça, je tiens à mentionner au niveau de la marge arrière. On considère la marge arrière de 6,97 parce que la façade de l'immeuble est sur la rue de Bretagne. Par contre, si on avait, par exemple, 2 triplex qui donnaient sur Maple et sur Morin, la marge latérale serait de 2 mètres. Donc, on est vraiment au-dessus de ce qu'on aurait dans le cas d'un triplex, au niveau du minimum requis par la réglementation. Au niveau de la hauteur, le bâtiment est un peu plus haut que ce qui est permis au règlement, mais c'est seulement la portion centrale qui est plus haute. De chaque côté, c'est correct. On a le coefficient d'emprise au sol qui est un petit peu plus grand que ce qui est prévu au règlement. Par contre, comme je l'ai mentionné tantôt, on a 2 fois plus d'espace vert que le minimum prévu au règlement également. Puis on a des stationnements au sol prévus. Ça, c'est quelque chose d'assez positif, puisque ça évite d'avoir des îlots de chaleur puis d'avoir plein d'espaces de stationnement au niveau du terrain. Donc, on se retrouve avec un projet innovant qui est situé à proximité des commerces, des écoles et des infrastructures de loisirs. On a un projet qui est accessible pour les transports actifs et le transport en commun. On a un projet qui répond aux objectifs du plan stratégique 2022-2027 de la Ville, tels que hausser la densification tout en conservant l'identité de la Ville, favoriser l'adoption de la mobilité active et durable comme mode de transport citoyen et favoriser la mixité sociale. On vient hausser l'offre de logements de qualité dans la région. On propose des logements adaptés aux familles et on présente une architecture distinctive et de qualité. Au niveau du processus d'adoption du projet maintenant. Tout d'abord, on a reçu une demande au mois d'avril dernier. Cette demande-là a été analysée par les services de l'urbanisme et du développement durable. Ça a été présenté au comité consultatif d'urbanisme qui a fait une recommandation au conseil municipal le 13 mai dernier. Il y a un premier projet de résolution qui a été adopté par le conseil municipal le 2 juin. Ensuite, on a fait la publication d'un avis public le 6 juin et on a affiché une pancarte sur le terrain, sur chacun des terrains, le 9 juin. Puis, on se retrouve ce soir avec l'Assemblée publique. Dans les prochaines étapes, il va y avoir l'analyse des questions et des commentaires qui auront été reçus ce soir. Et cette analyse-là va être transmise aux membres du conseil municipal. Il y en a certains qui sont ici, mais on va transmettre un rapport à ceux à tout le monde. Ensuite, il est prévu de faire l'adoption d'un second projet de résolution avec des ajustements si c'est nécessaire le 7 juillet. Ensuite, c'est à venir, au courant de juillet, il y aurait la publication d'un avis public annonçant la procédure d'approbation référendaire.
Ensuite, il y aura une période pour déposer une demande d'approbation référendaire qui dure 8 jours à partir de la publication de l'avis. Ensuite, il est projeté d'adopter la résolution finale le 4 août pour que ce soit présenté au Conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu le 18 septembre prochain. Au niveau du processus d'approbation référendaire en tant que tel, l'approbation référendaire, ça se fait en 3 étapes. Dans une première étape, il y a une période pour déposer une demande d'approbation référendaire. S'il y a suffisamment de personnes qui déposent une demande d'approbation référendaire, il y aura une période d'enregistrement. Encore une fois, à cette période d'enregistrement, si on reçoit assez de signatures, il y aura par la suite un référendum pour les personnes habiles à voter, si le Conseil va de l'avant avec le projet. Pour être valide, une demande doit indiquer clairement la disposition concernée et la zone d'où elle provient. Elle doit être signée, dans le cas où il y a plus que 21 personnes intéressées dans la zone d'où elle provient, par au moins 12 d'entre elles, ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d'entre elles. Elle doit être reçue par la Ville au plus tard le 8e jour après la publication de l'avis public annonçant la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire. La zone concernée, dans le cas présent, c'est la zone R8 qui apparaît en orangé à l'écran. Donc, ça va de la rue Casavant à la rue Morin, rue Constable à rue de Bretagne. Il y a aussi les zones contiguës qui auront un droit de parole. Donc, on parle des zones C3 qui est en bordure du boulevard Laurier, MXT4 le long de Bernard Pilon, P5 et P7, R9 qui va jusqu'à la rue des Camélias, et la zone R32, qui est, dans le fond, le bout de la rue Papineau puis de la rue Casavant. Qui peut déposer une demande d'approbation référendaire? C'est une personne intéressée. Donc, c'est toute personne majeure et de citoyenneté canadienne qui est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit une des 2 conditions suivantes le jour de l'adoption du second projet de résolution. Donc, soit ça doit être une personne physique et domiciliée dans l'une des zones que je viens de nommer, ou ça doit être aussi résident du Québec depuis au moins 6 mois, ou ça doit être un propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un établissement d'entreprise au sens de la loi sur la fiscalité municipale et situé dans une zone d'où peut provenir une demande d'approbation référendaire. Il y a certaines conditions supplémentaires qui s'appliquent pour les propriétaires d'immeubles ou les établissements d'entreprise. Tout ça, ce sera très bien expliqué dans l'avis public qui sera publié. Donc, on en arrive à la période de questions et de commentaires. Pour la période de questions et de commentaires, je vous invite à vous présenter au lutrin pour poser vos questions. Il faut allumer le micro. Je vous invite à vous identifier avec votre nom, votre ville de résidence et le nom de votre rue, et à vous adresser à nous en avant. Merci. Donc, bonsoir. Je ne suis pas quelqu'un qui est très... Oui, excusez, Geneviève Miller, je suis propriétaire du 715-713 rue Morin. Donc, j'ai écrit ce que j'avais à dire parce que sous le coup de l'émotion, je ne veux pas dépasser. Donc, ce projet de 16 logements dans un secteur résidentiel autorisant un maximum des triplex me préoccupe énormément. Autant comme résidente voisine, mais aussi comme citoyenne engagée dans la qualité de vie des autres citoyens par toutes mes implications et mon travail de directrice générale pour le seul organisme d'aide alimentaire pour les McMastervillois. Ce que l'on nous propose, c'est une transformation radicale du quartier. Un immeuble de 16 logements, dont moins de 40% à 3 étages, avec en plus une terrasse sur le toit du 2e étage. Une terrasse qui, concrètement, donne vue directe sur la cour arrière des maisons voisines. Alors, qui accepterait que ces espaces privés, sa cour, sa piscine, ses enfants soient exposés à la vue de 2 logements placés en hauteur?
Ce n'est pas seulement une question de vue, c'est une question de respect de l'intimité, de sécurité et de tranquillité. Ce projet compromet la quiétude et la vie privée de familles établies ici depuis longtemps, dans un quartier à échelle humaine. On nous parle de densification, mais permettez-moi de poser une question. Est-ce que densifier veut dire entasser sans tenir compte de l'environnement bâti et des gens qui y vivent déjà? Le principe de densification ne devrait jamais être une excuse pour forcer l'insertion de projets mal adaptés dans des milieux résidentiels tranquilles. Il doit s'inscrire dans une vision cohérente, respectueuse du cadre de vie, et selon moi, ce n'est pas le cas ici. Ce projet ne correspond à aucun besoin local spécifique. Il ne vient pas renforcer la communauté, il vient l'écraser sous le poids d'une dérogation trop lourde pour le quartier. Et pendant qu'on se prépare à déroger pour construire un immeuble de 16 logements ici, des immeubles entiers tombent en ruine dans le vieux McMasterville. Ne serait-ce pas plus logique de concentrer les efforts là où il y a des infrastructures déjà surutilisées et dégradées? Enfin, je tiens à rappeler que nous subissons déjà les effets collatéraux du développement commercial au coin des rues de Morin et Bretagne. Les camions de collecte, comme on en parlait tantôt, ils passent entre 5 et 6 heures du matin. Donc, on a déjà à subir ça. On ajoute à ça les 2 nouveaux bacs, mais ça va être le va-et-vient constant des voitures. On parle ici de 26 stationnements, donc 26 voitures possibles. Et c'est la qualité de vie du secteur qui va basculer. Je vous invite donc, en tant qu'élu et représentant de la Ville, à écouter vos citoyens et à faire preuve de cohérence en matière d'urbanisme. On n'est pas contre l'évolution, on est contre un projet qui va à l'encontre de notre cadre de vie, de notre intimité et du bon sens. Merci. Bonjour, Marjolaine Racicot, 706 Maple. Moi, ma crainte, c'est le pieutage qu'il va y avoir pour construire ces garages souterrains. Moi, chez nous, quand je suis venue la dernière fois, on a dit qu'on était un quartier désuet, on n'avait pas de laveuse, on n'avait pas de sécheuse. Tu écouteras? Oui. Madame Racicot, je vais me permettre d'intervenir. Oui. Je vais vous laisser poursuivre ensuite. On n'a jamais allégué que le quartier était désuet. On a présenté l'état de désuétude des bâtiments qui allait être l'objet d'une démolition, mais on n'a jamais parlé de l'ensemble du quartier. Mais ces maisons-là Oui, n'auraient pas pu être pour des personnes à loyer modique. Ça n'aurait pas pu se faire au lieu de nous... Est-ce que ces logements-là vont être à prix modique? J'aimerais savoir... Non, ce n'est pas l'objectif du projet. Ce n'est pas... Bon, moi, mon inquiétude, c'est le pieutage. Moi, chez nous, présentement, je n'ai pas de fissure dans mon solage. Tout va très, très bien. Quand ça va arriver, si je mets ma maison en vente et il y a des fissures, qui va être responsable de ça? C'est ma question. Qui va être responsable des dommages probablement qu'il va y avoir? Parce que j'imagine que pour construire ça, ça va en prendre des pieux. On va vivre combien de temps avec ce bruit-là dans l'environnement? La dame a très bien parlé. Je suis d'accord 100% avec. On n'a pas besoin de ça. Si vous vous rappelez, il y a eu un temps, c'était la sécurité des enfants. Hein? La rue Maple, la sécurité des enfants. Est-ce que ça va être sécuritaire, la sortie de ce garage-là? Tu sors du garage, tu vas être meublé à tout, tu vas être aux côtés de l'école, c'est sécuritaire. Vous trouvez que c'est sécuritaire? Moi, je trouve que il n'y a rien de sécuritaire dans ça, là. Les enfants, tous les jours, passent là, vont manger dans les restaurants. Vous savez c'est quoi des enfants? Tu ne peux pas les attacher non plus. C'est tout. Au niveau du stationnement, si je peux me permettre de mentionner, c'est un stationnement qui est aménagé pour permettre un accès en marche avant et une sortie en marche avant, contrairement à la plupart des maisons. Mais qui va être sur la rue Morin. Dans la Qui rue. va être sur la rue Morin. Oui.
Mais sauf que les gens vont sortir en marche avant avec une belle vue sur ce qui se passe dans la rue plutôt que de reculer. Il y a un stop au coin de Morin et de Bretagne? Oui, il y a un stop. Sinon, vous rentrez chez Meubletou. Il y a un stop. Combien de pieds il va y avoir avec la sortie et l'entrée de ça? Le minimum exigé au règlement, c'est 3 mètres, puis il va y avoir vraiment beaucoup plus que 3 mètres. En tout cas, moi, je trouve ce projet en hauteur que pas d'allure. Et c'est un projet, dans ma façon de voir, on n'est pas capable d'avoir un stationnement sur la terre, on s'en va chez les Chinois. Puis là, on met du monde là. Puis ces gens-là n'auront pas de visite. Hein? Ils n'auront pas de visite. Les voitures vont aller où? Dans les restaurants autour? Comment est-ce que ça va être arrangé? Probablement que c'est ça. Si vous vivez dans un 16 logements, vous allez avoir des visiteurs. Ces visiteurs-là vont aller où? Ils n'iront pas sur la rue Morin. Il n'y a aucun stationnement. Moi, sur ma rue, sur mon côté, il y avait un stationnement. Je n'avais pas le droit de stationner devant chez moi à ce côté. Oups! Le dernier, quand je suis venue au conseil la dernière fois, le lendemain, tout est disparu. Donc, je me suis dit, regardons, on se prépare pour que le stationnement soit chez nous, en face de notre maison. Je vais vous poser une question. Aimeriez-vous qu'un projet semblable soit chez vous? C'est la question que je vous pose. C'est justement, nous, ça fait 50 ans qu'on reste là. Tout allait très bien. D'un bon coup, oups, fini. Tout va pas bien. Est-ce que c'est au nom de l'argent ou du bien-être des citoyens? Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je vais me permettre de vous répondre, Mme Racicot. En fait, dans mon rôle d'élu municipal, je dois voir à l'intérêt de la collectivité. Les arguments que vous m'amenez aujourd'hui me semblent être davantage d'intérêt individuel. Ceci dit, je les entends, mais regardez, là, on a des professionnels de l'urbanisme qui nous accompagnent dans les projets. On nous a fait une démonstration de l'intérêt que nous avons comme ville à aller vers la densification pour des raisons environnementales, d'optimisation de nos infrastructures publiques, pour des raisons économiques aussi, parce que c'est une préoccupation citoyenne également. Donc, les commentaires, les observations que vous nous faites aujourd'hui, je les prends en note. On va examiner ce qui est possible de faire pour améliorer le projet. Mais maintenant, on n'a pas le choix d'aller vers ça dans l'avenir. Les villes évoluent. À l'époque, McMasterville était une zone agricole. Donc, il y avait une maison par 4 hectares. Et est arrivée la banlieue. On s'est rapproché. Et là, aujourd'hui, on n'a pas le choix de se rapprocher encore plus parce que, premièrement, il y a une pénurie de logements, puis ce projet-là va permettre un peu de pallier à cette pénurie en ajoutant de l'offre de nouveaux logements. Et puis, donc, les villes évoluent. Et on n'a pas le choix d'aller vers cette nouvelle façon de construire les villes. Sinon, on parle d'empiéter sur le territoire agricole, mais il faut protéger cette zone-là pour se nourrir, ou d'aller empiéter sur les milieux naturels. On en a besoin pour préserver la biodiversité. Donc, où on construit si on ne construit pas sur des terrains où l'utilisation du sol n'est pas optimale? C'est ça la question à laquelle on est confronté comme élu municipal. Puis, je suis très conscient que c'est un changement dans votre environnement, mais je veux juste tempérer les choses, là. De transformation radicale du quartier, de modifier la qualité de vie, il faut tempérer un peu. C'est pas ça qui va arriver, là. Vous allez avoir des nouveaux voisins, ça c'est certain. Peut-être des voisins qui deviendront vos amis, on ne le sait pas encore. Mais, tu sais, on a des gens à McMasterville qui sont propriétaires de maisons unifamiliales qui ne peuvent pas trouver d'appartements qui correspondent à leur nouveau mode de vie quand ils prennent leur retraite. Donc, ils doivent aller rester ailleurs. Donc, ce type d'offre-là va venir combler ce besoin-là. On a des jeunes familles aussi qui n'ont pas accès à la propriété, puis ça, c'est une nouvelle réalité que je n'ai pas connue, que vous n'avez peut-être pas connue parce qu'on est propriétaire de nos maisons individuelles. Mais aujourd'hui, là, les jeunes de 20 ans, là, ils vont
avoir très difficilement accès à la maison individuelle. Donc, ils n'auront pas le choix de se trouver des logements de 5,5 à proximité des écoles, à proximité du transport en commun puis de l'ensemble des services. Donc, c'est cette réflexion urbanistique qu'on se doit d'avoir. Et ce projet-là correspond à ce qui est intéressant sur le plan urbanistique. Vous faites référence au stationnement souterrain, bien, c'est premièrement, un stationnement souterrain, ça coûte extrêmement cher pour un constructeur, puis c'est souhaitable d'en avoir parce que ça limite les îlots de chaleur en surface, puis ça permet d'optimiser l'utilisation du sol aussi. Donc, ce type de projet-là, c'est très souhaitable qu'on en ait sur le territoire. Mais j'entends vos préoccupations, puis on va tout faire pour essayer de minimiser le changement que ça va apporter dans votre vie. Il y avait une dame. Non, mais je ne veux pas. Toujours Geneviève Miller. Faut pas noter, je suis pas contre la densification, là, du tout. Puis je le sais, je le vois, je les vois, les besoins. Par contre, une densification qui est intense comme 16 logements dans un quartier où il n'y en a pas de 16 logements, je trouve ça vraiment intense. Tu sais, c'est à réfléchir. Puis vous parlez de logements pour les familles, vous parlez... Moi, je peux vous parler des familles défavorisées de McMasterville, là. Je les vois, je les rencontre, je les ai chez nous. En 2022-2023, vous aviez 27 familles qui venaient au Grain de sel quotidiennement, en fait, hebdomadairement. L'an passé, on était rendu à 52 familles. Cette année, on est à 82 familles. On parle de 201 personnes qui reçoivent de l'aide alimentaire, juste à McMasterville. Donc, on a besoin de loyers à prix modique. On a besoin de gens qui sont bien logés. C'est ça qu'on a besoin. Je comprends que nos personnes âgées vont quitter leur maison, vont s'en aller en logement. Est-ce que c'est vraiment les logements qu'ils veulent, ce genre de logement-là, entassés un par-dessus l'autre? Je ne le sais pas. C'est à réfléchir. Oui, malheureusement, je constate, tout comme vous, qu'il y a de nombreuses familles qui vivent dans la précarité à McMasterville, puis il y a une évolution dans les dernières années, entre autres à cause du coût du logement. Bien là, vous mettez le doigt sur le bobo. Pour combler la crise du logement, bien, premièrement, il faut se permettre de construire puis d'augmenter l'offre. Puis, idéalement, vous avez raison, il faut construire des logements sociaux. Là, aujourd'hui, on parle du projet sur la rue de Bretagne, puis ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur des projets dans ce sens-là aussi. Puis je vous confirme qu'on travaille sur un projet dans ce sens-là, mais pas dans votre secteur, dans un autre secteur. Francine Chabot, 707 Maple. Moi, ma question, c'est par rapport justement au nombre et à la hauteur de l'immeuble. Est-ce qu'on pourrait se limiter à 2 étages et assurer quand même une certaine intimité plutôt que de prévoir ce 3e étage-là qui vient vraiment nous brimer dans notre quiétude, on peut dire ça. Fait que c'est ça, je trouve que c'est trop imposant pour l'environnement que nous avons. Je prends bonne note de votre proposition. André Carbonneau, 707 Maple. Je suis d'accord pour la densification, comme vous pensez, que vous voulez améliorer la situation des gens. Moi, je me réfère à un nouveau bâtiment que vous avez donné l'autorisation au coin de Maple et Bois-Constable. Un 3 logements qui a été bâti là. Et puis, je trouve que c'était bien organisé. Et là, je me demande, on va dire, sur la grandeur du terrain, sur la rue de Bretagne, tu peux en bâtir 3 de même.
Donc, ça ferait 9 logements. Ça me semble que ça serait plus sensé, autant parce que moi, ça fait 22 ans que je reste là. 22 ans que j'aime la place, on se dit que c'est tranquille. Je vais faire mes commissions à pied et tout le kit, tu sais. Mais je suis pour la densification. Mais allez-y, on dit, avec la cuillère, là, sans trop beurrer, là, on dit, il me semble que ça va faire du monde, pas à peu près. Nous autres, on vieillit, là, c'est sûr. On dit, on aime les enfants, mais quand tu vas voir des familles, 5 logements de 5,5, là, ça va en faire du brouhaha dans le coin. On dit, le respect envers les gens qui, depuis des années, on contribue à l'essor de la municipalité en payant nos taxes, tout le kit. Moi, en 2012, j'ai fait changer, demander une dérogation parce qu'on avait droit seulement à 2 logements dans la municipalité. Et puis, j'ai fait demander, on dit, de pouvoir agrandir ma maison par l'intérieur. J'ai fait 2 logements dans mon sous-sol. Là, je me dis, bon, ben, gars, j'ai deux places de stationnement, on dit, j'ai 2 locataires, puis moi, je suis résident. Que je trouve ça bien. On dit, dans ce sens-là, on dit, je prends pas trop de place, puis on dérange pas les alentours. Là, on dit, avec 16 logements, ça veut dire minimum 32 personnes de plus dans le secteur. Ça peut être désagréable. Et je considère que ce serait bon, on dit que vous pensiez à tous les gens que depuis nombre d'années qu'on est dans le secteur, et puis qu'on aime notre tranquillité. Puis il y a une autre chose que j'aimerais apporter à votre attention. Il y a 3 beaux gros sapins au coin de la rue, Maple puis de Bretagne. Écoute, ces arbres-là, ils ont 70 ans. Je peux dire une affaire, là, ça serait triste de voir ça partir. Déjà là, on dit, quand ils ont fait les égouts l'année passée, là, il a fallu qu'ils coupent des branches. Votre ingénieur là, du département de l'urbanisme a fait chopper à peu près une vingtaine de branches. OK, je suis conscient, on dit que c'était une nécessité au point de vue sécuritaire de la circulation, pour voir que les gens voient les stops et tout le kit. Mais ces arbres-là, là, ça me ferait bien de la peine, on dit, de les voir partir. Les autres autour de la maison, je les connais, on dit, c'est moi qui faisais l'entretien du terrain de Mme Caron. Elle a quitté, là, elle avait 100 ans et 2 mois là, quand elle est partie. Oui? Mais c'est ça, on dit, s'il y avait moyen de réorganiser, à faire, mettons, comme 3 logements, comme il y a autant qui s'est fait au coin de Pépineau, puis Constable aussi, là. Puis encore là, c'était M. Jory, le père, qui avait fait bâtir ça. Et on dit c'est raisonnable, je trouve, puis on dit ça fait pas trop d'achalandage, puis on dit je lance cette idée-là, parce que je trouve que 16 logements, là, c'est pas mal. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, allez-y, Mme Meller. C'est le même prix. Oui, merci. En fait, c'est parce que Isabelle, ma locataire, me fait part qu'effectivement, on a des gens qui ne font pas le stop coin de Bretagne et Morin. Donc, avec un achalandage supplémentaire, on va avoir droit à une belle piste de course. Puis nous, bien, on a 2 jeunes garçons qu'on oblige à jouer dehors. Donc, ils font de la trottinette, nous, sur Morin, sur notre rue. On attend la fermeture de l'école internationale pour les envoyer jouer dans la cour d'école parce que sinon, c'est trop dangereux sur notre rue. Tu sais, on n'a pas d'eau d'âne, on n'a pas rien qui empêche la circulation rapide. Ça roule vite. Tu sais, puis on s'entend, là, même à 40 km/h, c'est vite. Effectivement, puis malheureusement, c'est le cas sur trop de rues dans la municipalité, là, où on a un 5 % de gens qui, après 8 heures, oublient qu'il y a des limites de vitesse et qu'il y a des arrêts. C'est malheureux. Après 8 heures le matin. Après 8 heures le soir, essentiellement. Ouais. Je voudrais porter à votre attention aussi que depuis l'an passé, on a une piste cyclable sur notre rue. J'aime beaucoup, on dit que c'est bien. Mais avec cette nouvelle achalandage-là qu'il va y avoir, là,
je crois qu'il va y avoir des incidents ou des accidents. Il me semble que trop de densification à un endroit peut amener des accidents fâcheux. On va dire, je crois que ce serait important, on va dire, que ça soit considéré, ça aussi. Là. Tout à fait. Merci. C'est quoi le chiffre magique? Là, vous avez dit il nous faut 12 signatures, 21 pour avoir un référendum. Là, nous, dans notre secteur, c'est quoi? 12? Fait qu'il nous faut 12 pour l'avoir. OK. Donc, à 12 personnes, on peut demander l'ouverture du registre. OK. Ensuite, moi j'aime ça, les chiffres. Malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question pour l'instant parce qu'il faut qu'on fasse sortir les listes d'électeurs, il faut qu'on fasse des calculs scientifiques assez poussés. OK. Donc, C'est je pars complexe. ce soir avec Fait un qu'on- 12. Oui. Parfait. Merci. Donc, merci d'avoir été présent ce soir. Il y a toujours possibilité de nous transmettre vos commentaires par écrit dans les prochains jours. Et évidemment, les membres du conseil restent également à l'écoute si jamais vous avez des questions supplémentaires en lien avec ce projet ou toute autre préoccupation en lien avec les affaires de la ville. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde.